Daniel Appelbaum, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, vous êtes le porte-parole du parti Bleu-Blanc, et j'aurais tendance à vous dire, vous étiez le porte-parole du parti Bleu-Blanc pour les francophones, parce que la première question que je vais vous poser, après ce qui s'est passé hier, le véritable drame politique auquel on a assisté, c'est où vous situez-vous dans le parti Bleu-Blanc, puisqu'aujourd'hui Bleu-Blanc a éclaté, a volé en éclats, et il se retrouve, on va dire, séparé en trois formations. Le parti Résilience pour Israël, conduit par Benny Gantz, et les deux formations, Yesh Atid et Telem, qui sont conduites par Yair Lapid et par Moshe Yaalon, qui, elles, devraient siéger dans l'opposition. Vous vous situez où ? Écoutez, j'étais à la base militant au sein de Yesh Atid de Yair Lapid, et je vais continuer sur cette voie, je vais continuer sur ce mouvement. Moi, j'étais en faveur d'un gouvernement d'union nationale. Donc, les titres des journaux hier auraient dû me ravir, mais je pense malheureusement que la décision de Gantz est une erreur, car malheureusement, le gouvernement d'union nationale, il n'est pas question. Il s'agit d'un énième gouvernement Netanyahou, avec toujours donc son bloc d'immunité, les partis Haredim et la droite messianique. Et on ne peut pas s'empêcher de penser que Gantz, dans ce gouvernement, malgré tous les postes qu'il va obtenir, va être un petit peu la cinquième roue du carrosse. Même s'il va, comme je le disais tout à l'heure dans le journal, il va obtenir avec à peine 16 ou 17 députés du Parti Résilience pour Israël, pas moins de 15 ministères. Mais enfin, c'est peut-être pas le plus important. La question, c'est que Benny Gantz a expliqué hier, lorsqu'il était à la tribune de la Knesset après son élection au poste de président du Parlement israélien, que face à la situation actuelle, eh bien, il y avait des priorités, que cela ne remettait pas en cause ses valeurs, mais qu'il y a une priorité parce qu'il y a la guerre à mener contre le coronavirus. Est-ce que finalement, cette priorité, pour des gens comme Yair Lapid ou comme Moshe Yaalon, eh bien, elle ne peut pas être mise de côté, elle ne peut pas être mise en avant, et mettre de côté d'une certaine manière eh bien, on va dire, cette volonté de ne pas siéger dans un gouvernement conduit par Netanyahou ? Non, pas du tout. Je pense que ce soit Lapid, Gantz ou Yaalon, tous étaient en faveur d'un gouvernement d'union nationale, d'un véritable. Qu'est-ce que ça veut dire, un gouvernement d'union nationale qui serait dirigé par qui ? Un gouvernement resserré avec uniquement le Likoud et Bleu-Blanc. Et je pense que même Lapid et Yaalon s'étaient fait à l'idée d'une période transitoire dans laquelle Netanyahou aurait pu être le premier, justement pendant cette période de crise. Ou jusqu'à la fin de la pandémie de Corona, on aurait pu imaginer un scénario dans lequel Netanyahou aurait continué à être le Premier ministre. Mais c'est évidemment pas ce qui s'est dessiné ce soir. Alors c'était quoi l'opposition de Yair Lapid et de Moshe Yaalon? Elle était sur quel point précisément? Elle était simplement sur le point qu'il fallait un véritable gouvernement de l'Union nationale uniquement composé du Likoud et de Bleu-Blanc. Là, Netanyahou arrive avec, si vous me permettez l'expression, avec tous ses bagages. Il arrive avec tout ce que la politique israélienne compte de plus cynique et de plus extrémiste dans le paysage politique, c'est-à-dire avec Yaakov Litzman, avec Aryeh Deri, avec Smotrich et ses anciens alliés. Et ça, encore une fois, ce n'est pas un gouvernement d'union nationale, c'est un gouvernement Netanyahou. Mais c'est-à-dire, j'essaye de comprendre, est-ce que des gens comme Yair Lapid ne sont pas conscients de la gravité de la situation? Ils ne voient pas qu'il y a des millions d'Israéliens qui sont confinés dans leurs appartements, qui ne peuvent pas sortir, qui assistent stupéfaits à ce qui est en train de se passer, à ce qui s'est passé ces derniers jours autour dans la vie politique israélienne. C'est-à-dire, est-ce qu'on ne peut pas, dirons-nous, on n'aurait pas pu geler, on va dire, les animosités personnelles, les égos surdimensionnés de chacun pour essayer de dire, ok, un gouvernement d'union nationale face à un événement d'ampleur planétaire sans précédent dans l'histoire de l'humanité depuis les 100 dernières années au moins, eh bien, on met de côté nos petites exigences, et on s'assoit même avec un homme qui est inculpé par la justice israélienne. C'est si difficile? Pour cette dernière partie, je suis entièrement d'accord avec vous sur la partie d'un homme inculpé. Je pense qu'il était possible de mettre cela en parenthèse et c'était leur position. Mais pour répondre à la première partie de votre question, en revanche, ils sont totalement conscients de la gravité de cette situation et il ne vous a pas échappé qu'ils n'ont pas critiqué les démarches qui ont été entreprises par le gouvernement israélien depuis le début de cette crise. Donc là n'est pas le problème. Mais si
on fait face à une crise d'une telle gravité, et on fait face à une crise de telle gravité, personne ne le remet en question, alors il faut un gouvernement de travail, pas un gouvernement politique. Mais ça, c'est des mots, Daniel. Ce sont des mots. Un gouvernement de travail, de pas de travail. Non. Pendant la guerre, lorsqu'il y a eu la guerre, on était à la veille de la guerre des 6 jours en 1967. Eh bien, je vous rappelle que la gauche israélienne, qui ne pouvait pas supporter la présence de Menachem Begin, et il y a David Ben Gurion qui n'avait jamais prononcé, qui ne prononçait même pas le nom de Menachem Begin. Eh bien, on avait mis de côté ces rivalités personnelles pour permettre à Menachem Begin de rentrer dans un gouvernement, parce qu'il fallait que toute la nation soit représentée dans ce gouvernement, que ce soit les orthodoxes, les laïcs, tout le monde. Et là, pourquoi leur exclure des gens qui sont déjà au pouvoir, des gens par exemple comme Litzman qui gère une crise qui est au cœur de la crise. C'est-à-dire pourquoi finalement continuer sur cette voie du boycott de telle ou telle composante de la population israélienne, alors que finalement il y a une population entière qui est frappée toute, sans distinction. Je crois que le coronavirus ne vérifie pas si ce sont des orthodoxes ou des laïcs qui le frappent, mais il frappe tout le monde. Pourquoi cette réticence? Parce que, répondez-moi, c'est assez étonnant. Encore une fois, je pense qu'il n'y a pas entre nous de différence sur l'analyse de cette crise. Et j'ai entendu comme vous, Netanyahou, prononcer un discours dans lequel il a dit très justement que le virus ne fait pas de différence ni entre gauche et droite, ni entre juifs et arabes, ni entre religieux et non religieux. Donc ce n'est pas la question. La question, c'est de ne pas utiliser cette crise pour parvenir à un avantage politique. Donc, ce dont il était question, moi, quand j'ai entendu Netanyahou faire sa proposition à la télévision, puisque c'est la façon de procéder de Netanyahou, de faire des propositions à la télévision, pas dans les salles de négociation, il a parlé d'un gouvernement totalement paritaire. Oui. Et tout le monde a compris, donc un gouvernement qui serait composé du Likoud et de Kahol Lavan, avec évidemment Netanyahou qui serait le premier dans cette rotation. C'était ce qui était prévu. Vous êtes d'accord que le résultat qui est affiché aujourd'hui est très différent de celui-là. Pourquoi ? Mais parce que Yair Lapid et Moshe Yaalon ne veulent pas rentrer. Netanyahou ne veut pas d'un tel gouvernement. Pas parce que, encore une fois, Netanyahou aime toujours présenter quelqu'un d'autre comme étant responsable. En fait, vous dites que c'est des élections. Et il y a cette fois-ci Lapid qui est apparemment responsable de l'empêchement. La réalité, c'est que c'est Netanyahou qui ne veut pas se départir de ses alliés politiques traditionnels, et pas parce que, il a besoin de Litzman pour gérer cette crise. Je pense que toutes les personnes qui ont pu voir les conférences de presse de ces derniers jours comprennent que les personnes qui sont en charge de cette crise, ce n'est pas Litzman qui a du mal à aligner deux mots et à savoir exactement de quoi il s'agit, mais des personnes qui, au ministère de la Santé, les gens comme Moshe Bar Simantov et les autres, qui s'occupent réellement des problèmes. Donc, il y a de la part de Netanyahou une volonté de rester appuyé sur ce bloc dont il sait qu'il le servira, et d'obtenir un gouvernement. Encore une fois, moi, je comprends la décision de Gantz. Vous savez ce que disent certains, Daniel, vous savez ce que disent certains? Certains disent que la haine de Yair Lapid et celle de Moshe Yaalon, qui s'est exprimée en particulier ces derniers jours de manière extrêmement ouverte, quoi, presque c'était difficile de voir qu'il ne le détestait pas cordialement, eh bien, c'est ça qui a finalement opté pour permis, ou en tout cas empêché la formation d'un véritable gouvernement d'union nationale. C'est ce qui apparaît. Les déclarations de Bogi Yaalon, par exemple, étaient extrêmement vives, mais pas à l'encontre de Netanyahou. Elles étaient extrêmement vives à l'encontre de ce qui s'est passé à la Knesset, à savoir le refus, d'abord le boycott de la fermeture pure et simple de la Knesset, sans avis préalable, et ensuite le refus par Yuli Edelstein d'appliquer la décision de la Cour suprême. C'est contre ça que Bogi Yaalon pestiférait ces derniers jours sur les plateaux télévisés. Alors où on va là maintenant finalement vers où se dirige-t-on du point de vue du parti bleu-blanc? Le parti bleu-blanc, c'est désormais du passé? C'est terminé? Ça, je ne sais pas. A priori, oui. Il va y avoir, donc, comme vous l'avez dit, deux nouveaux blocs. Celui de Gantz qui va donc rejoindre ce gouvernement, et un deuxième bloc qui va soit être Yesh Atid plus Telem, soit qui va garder, d'après ce que j'ai compris, le nom de bleu-blanc comme ils sont majoritaires au sein de ce parti.
Et c'est tout. Il va y avoir de la part, d'ailleurs, de Yesh Atid et de Yair Lapid, un soutien total du gouvernement sur toutes les décisions qui vont avoir lieu sur le coronavirus et sur ce traitement-là. De ce côté-là, il n'y a pas de gouvernement et d'opposition. Pour le reste, ce parti mènera le travail d'opposition qui est nécessaire et qui est souhaitable en démocratie. Finalement, l'objectif, le seul ciment de ce parti bleu-blanc, c'était, on va dire, la volonté de destituer Binyamin Netanyahou. Est-ce que finalement, à partir du moment où, au moment des élections et lors des dernières élections, Binyamin Netanyahou et le Likoud ont obtenu 36 mandats, alors que Netanyahou était déjà inculpé, que les électeurs du Likoud savaient qu'il allait être traduit devant la justice israélienne, à partir de ce moment-là, eh bien, il était clair que la volonté d'une partie importante du peuple, c'était qu'il reste en fonction. C'est peut-être ce qu'a compris Benny Gantz, c'est ce que n'ont pas voulu admettre Yair Lapid et Moshe Ya'alon? Non, je ne pense pas. Je pense que les changements ont été dus tout simplement à cette crise sanitaire sans précédent. Et encore une fois, moi, c'est la raison pour laquelle je ne veux pas accabler Benny Gantz. Je comprends la pression politique écrasante à laquelle il était soumis ces derniers jours. Lui qui a parlé de gouvernement d'union nationale depuis plus d'1 an, à l'inverse de Netanyahou qui a découvert cette expression à la lueur de cette crise, il ne pouvait pas apparaître comme celui qui faisait obstacle à la création d'un tel gouvernement. Donc je comprends qu'il est même si je soutiens pas cette décision, je comprends qu'il ait voulu pas apparaître comme celui qui faisait passer des intérêts personnels avant la formation d'un gouvernement pour le pays en temps de crise. Pour le reste, je ne partage pas votre analyse sur ce qui a été maintes fois répété avec un certain succès. Vous avez raison, à savoir que Bleu-Blanc était uniquement un parti qui était opposé à Netanyahou. C'est le contraire. Bleu-Blanc était un parti qui avait un programme qui ne mentionnait pas Netanyahou une seule fois. Et pour le coup, c'est un programme qui était tourné vers l'avenir. Et le parti qui avait et qui malheureusement, à mon avis, a toujours une obsession vis-à-vis de Netanyahou, c'est le Likoud. C'est ce parti qui malheureusement continue à se préoccuper plus de l'horizon politique de Netanyahou, qui heureusement maintenant a été mis entre parenthèses. Heureusement, je ne sais pas si c'est heureusement le terme approprié, mais en tout cas à la lueur de cette crise qui a été mis pour l'instant entre parenthèses et qui, à mon avis, à un moment devra faire le choix entre Netanyahou et l'avenir du pays. Mais finalement, vous n'avez pas le sentiment un peu, Daniel, ce matin, que eh bien, c'est le sort de chacun de ces partis, ce que l'on appelle en hébreu les partis d'atmosphère, les partis d'avira. C'est-à-dire ce sont des partis un peu fourre-tout, un peu de supermarché d'idées, qui rassemblent un peu tout le monde. Comme à l'époque, le parti centriste qui avait été dirigé à l'époque par un quatuor de Amnon Lipkin, Shachak, Dan Meridor, Roni Milo, Yitzhak Mordechai, c'était dans les années 90. Comme le parti Kadima qui avait été dirigé qui avait été créé par Ariel Sharon, mais qui rassemblait des gens de gauche, de droite, et qui a disparu de la classe politique israélienne. Est-ce que finalement, c'est le sort de ces partis qui ne se créent que pour un seul objectif et qui finalement n'ont pas de véritable socle idéologique? Je ne partage pas cette opinion. Si on prend un parti comme Yesh Atid, dont d'ailleurs on a prédit déjà la disparition depuis son entrée en politique et qui maintenant est en politique depuis presque une dizaine d'années, il y a une idée, il y a un socle idéologique, et c'est ce socle idéologique qui, vous avez raison, est beaucoup plus difficile à vendre, à présenter qu'un parti plus extrémiste. C'est justement celui du pragmatisme. C'est l'idée que la majorité d'Israéliens, les 70% d'Israéliens sont d'accord sur 70% des sujets. Ce ne sont pas des gens qui sont extrémistes, ce sont des gens qui veulent une solution pacifique entre les Israéliens et les Palestiniens, ce sont des gens qui veulent une économie libérale, ce sont des gens qui veulent un rapport normal entre l'État et la religion. Ça, c'est l'immense majorité des Israéliens. C'est pas uniquement donc c'est pas un parti fourre-tout, si vous voulez, c'est simplement là où se trouve la majorité des Israéliens, qui ne sont pas pour la plupart d'entre eux des gens qui sont extrémistes, mais vous savez, le professeur Michael Goodman a cette formule qui dit qu'un des drames de la société israélienne, c'est que l'on prend l'extrémisme pour de l'authenticité. Or c'est le contraire, c'est-à-dire que l'authenticité, ce sont les gens qui sont pragmatiques
et qui malheureusement se voient attaquer sur la scène politique comme étant des gens fourre-tout, des gens sans opinion, alors que ce sont des gens qui eux sont prêts à faire des compromis et qui eux sont prêts à aller de l'avant et pas à regarder la totalité du monde uniquement via un prisme petit de leur propre idéologie. Eh bien, Daniel Eppelbaum, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je suppose que c'est la dernière fois que vous intervenez en tant que porte-parole du parti Bleu-Blanc. On comprend bien que vous êtes plus proche du parti d'Yair Lapid, Yesh Atid, et que vous allez le retrouver d'une certaine manière dans ses fonctions. Et puis on aura peut-être l'occasion de se reparler en tant que responsable, en tout cas porte-parole francophone du parti Yesh Atid. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin et bonne continuation. Merci à vous.